Efendim herkese merhaba. Toplum ve Siyaset'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Gülener Kırnalı. Bugün yine çok özel bir konuğum var. Dünyaca ünlü Fransız siyaset bilimci, düşünür ve Orta Doğu uzmanı Gilles Kepel. Gilles Kepel özellikle siyasal İslam, Orta Doğu siyaseti, İslam sosyolojisi ve bölgenin jeopolitiği üzerine çalışmalarıyla tanınan bu alanda en önemli akademisyenlerden bir tanesi. Kendisiyle tabii ki 2 haftadır yakından izlediğimiz savaşı ve bu savaşın bölgesel ve küresel etkilerini konuşacağız. İran'ı, İsrail'i, ABD'yi, savaşın Orta Doğu'daki güç dengelerini nasıl değiştirdiğini ele alacağız. Kendisiyle bu röportajı Fransızca yapacağım. Ancak röportajın tamamını, Türkçe çevirisini Medyascope internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Bonjour Monsieur Gilles Kepel, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons beaucoup de sujets à aborder. Bien sûr, nous allons parler de la guerre en cours, de son évolution possible, ainsi que ses répercussions régionales et globales du Moyen-Orient aux États-Unis, de l'Europe à la Chine. Puisque nous avons la chance de vous recevoir aujourd'hui, je souhaiterais vous interroger sur un certain nombre de grandes questions qui préoccupent le monde entier, si vous voulez. Donc, il y a évidemment de nombreux aspects à analyser dans cette guerre, mais si vous le permettez, j'aimerais commencer par la question la plus fondamentale, celle du tableau d'ensemble. Donc, selon vous, est-ce que nous sommes en train d'assister à une guerre simplement autour de l'Iran, ou nous sommes en train d'assister au début d'une transformation historique de l'ordre moyen-oriental tel qu'il existe quasiment depuis à la fin de la guerre froide, parce que certains évoquent même le spectre d'une troisième guerre mondiale. Donc cette lecture vous paraît-elle exagérée ou bien révèle-t-elle une mutation profonde du système international? Merci d'abord beaucoup de votre invitation et je suis très heureux de parler avec Mediascope que je connais depuis longtemps et que j'apprécie beaucoup. Alors peut-être une troisième guerre mondiale, c'est allé un peu vite en besogne. Mais indéniablement, le bouleversement que connaît le Moyen-Orient aujourd'hui, avec l'évolution du régime iranien, si elle a lieu, c'est quelque chose qui s'inscrit également dans une transformation du système international. Alors, pas seulement parce que Donald Trump au pouvoir s'est émancipé de la plupart des règles, on ne sait plus très bien si l'OTAN existe, sinon comme entreprise de raquettes financée par les États-Unis, on ne sait plus très bien si l'ONU a un rôle quelconque, avec le Conseil de la paix de Donald Trump. Mais en tout cas, ce qui est très frappant, c'est que la page qui est en train de se tourner, on ne sait pas jusqu'où, en Iran aujourd'hui, d'une part, s'inscrit dans une temporalité qui commence en 1979, il y a 47 ans. C'est-à-dire, est-ce que la République islamique d'Iran va continuer à jouer son rôle déstabilisateur dans la région, et c'est la République islamique d'Iran qui a mis l'islamisme politique au poste central dans la région, qu'il soit chiite ou sunnite ou un mélange entre les deux. Et évidemment, la chute du régime iranien rebattrait très profondément les cartes de ce point de vue. Il faut bien voir aussi que si on prend une autre chronologie, ce qui se passe en ce moment, c'est d'une certaine façon la suite de ce qui a commencé le 7 octobre 2023 avec la razzia pogromiste de Hamas lancée par Yahya Sinwar, dont on ne sait toujours pas à l'heure actuelle si c'était le choix de Sinwar lui-même, s'il pensait que avec le massacre au sud d'Israël de 1200 personnes, la prise de 250 otages, il pensait pouvoir détruire Israël ou l'affaiblir définitivement, bien alors, si c'était un coup de bluff, de démesure, d'hubris, et si il n'a pas demandé la permission à Khamenei à l'époque. Ou bien alors, est-ce que c'était quelque chose qui était directement voulu par le régime iranien?
Ça semble relativement peu probable. Alors, on attend bien sûr d'avoir les sources. Un jour, on saura tout ça, probablement. Mais il me semble que l'Iran avait construit un système de mandataires ou de proxies, comme on dit en mauvais français, qui servait à assurer sa protection, à assurer une force de dissuasion pour empêcher précisément ce qui est en train de se passer aujourd'hui, à savoir le bombardement direct de l'Iran par Israël et les États-Unis, et qui fait suite à ce qui s'était déjà passé lors de la fameuse guerre des 12 jours en juin 2025. L'Iran donc avait fait de son double slogan Margbar Israël, Margbar Amerika, mort à Israël, mort à l'Amérique, un élément clé de l'identité politique de la République islamique, mais il était prêt à combattre Israël jusqu'à la dernière goutte de sang arabe plutôt que de sang iranien. Et c'est pourquoi tout un système avait été construit, d'abord en relais avec le régime de Bachar el-Assad, par où passaient les armes très puissantes livrées au Hezbollah chiite libanais qui menaçait Israël. Et si jamais l'Amérique ou autre avait voulu attaquer l'Iran, ils savaient que Israël était dans un très grand risque. Or, quand Sinwar lance son opération, l'opération Le Déluge d'Al-Aqsa, le 7 octobre, tout ce système va commencer à se détruire. Bien sûr, dans un premier temps, c'est un choc terrible pour Israël, mais dans un deuxième temps, il y aura la répression sur Gaza, les bombardements, presque probablement 70 000 morts, qui va poser un très gros problème d'image à Israël dans le monde, qui va faire en sorte que les tribunaux internationaux, l'opinion publique, etc., va se retourner contre l'État hébreu. Mais néanmoins, petit à petit, d'abord, le Hamas sera détruit, ses dirigeants seront liquidés, la bande de Gaza est réduite aujourd'hui à une terre de désolation, et surtout ensuite, en septembre 2024, il y a la destruction du Hezbollah avec l'affaire des beepers piégés et la mort de Nasrallah, qui va entraîner ensuite l'effondrement du régime syrien avec la prise de pouvoir par l'ancien djihadiste Abu Mohammed el-Jolani, dit désormais Ahmed Shara, soutenu bien sûr très fortement par la Turquie de M. Erdogan. Et donc on voit que le système iranien s'est considérablement affaibli et que désormais il est en première ligne. Il n'a plus ses protecteurs devant. Et ça aboutira à la guerre des 12 jours de juin 2025, qui a pour but d'empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire, mais qui ne sera pas menée à sa fin. Et donc, aujourd'hui, on voit d'une certaine manière un prolongement de ce premier épisode de conflit, un prolongement qui a pris en otage non seulement l'ensemble de la région, notamment dans le Golfe Persique, mais aussi qui de nouveau a pris en otage le Liban. Ça, c'était une surprise parce que beaucoup de gens pensaient que le Hezbollah avait été définitivement incapacité, et on se rend compte qu'en réalité, les gardiens de la révolution avaient réussi à recréer un système d'armement et de frappe on pouvait attaquer Israël. Mais surtout, ce qui est important, c'est de voir que, et ça c'est très nouveau, que le principal objet aujourd'hui, le principal levier de l'Iran, c'est sa capacité à attaquer les pétromonarchies arabes de l'autre côté du Golfe, l'Arabie saoudite, les Émirats en général, Bahreïn, Qatar et le Koweït, avec des armes du pauvre, avec des drones qui coûtent 10 000 euros ou 50 000 euros au mieux, et qui ont aujourd'hui permis d'arrêter la livraison de gaz liquéfié du Qatar, bloquer le détroit d'Ormuz et surtout
qui se sont attaqués, et c'est aujourd'hui dit très explicitement par les Iraniens, à toute l'économie numérique mondiale en frappant avec les drones les data centers, les centres de communication établis par les grandes entreprises d'intelligence artificielle mondiale, aussi bien occidentales que chinoises d'ailleurs, qui bénéficiaient des grands espaces et de l'énergie bon marché dans ces régions. Donc on voit comment le conflit s'est régionalisé, s'est inscrit dans des perspectives historiques diverses et également aujourd'hui a pris une ampleur telle que il ne peut que s'aggraver avec une temporalité différente. Israël et les États-Unis ont besoin que le conflit s'achève rapidement parce qu'ils disposent d'un avantage militaire gigantesque mais qui n'est pas éternel, car leurs munitions s'épuisent, elles sont très chères à remplacer, les patriotes, les bombes, etc. Alors que l'Iran, lui, veut que le conflit dure, puisqu'ils ont encore des quantités de drones, et ils pensent que les États arabes vont faire pression sur l'Israël et les États-Unis pour arrêter. Donc on est un peu dans cette course de vitesse, chacun tirant dans un sens, avec une question qui se pose aussi, est-ce que le régime iranien est capable de supporter les bombardements? Il s'est complètement isolé de sa population, comme le montre la nomination de Mojtaba Khamenei comme guide suprême, c'est-à-dire le fils de son père. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de capacité des religieux de s'adresser à l'ensemble de la population. C'est vraiment les gardiens de la révolution qui sont fermés les uns sur les autres. On n'a pas vu d'ailleurs, depuis qu'il a été nommé guide suprême, on le dit blessé, ça a été confirmé par certains diplomates iraniens. Et donc on est aujourd'hui dans un accroissement de la violence dont on n'a pas d'idée aujourd'hui de l'évolution, enfin de l'aboutissement en tout cas, même si la disproportion des forces à ce jour entre Israël et les États-Unis d'un côté et l'Iran de l'autre est gigantesque. Donc, dans la même perspective, si vous voulez, concentrons un peu plus sur les dynamiques au Moyen-Orient. Comment cette guerre peut-elle reconfigurer les équilibres stratégiques au Moyen-Orient? Parlons notamment des monarchies du Golfe, en particulier de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, parce que pendant longtemps, les monarchies du Golfe ont vécu sous le parapluie sécuritaire américaine. Donc, cette guerre les oblige-t-elle aujourd'hui à repenser profondément leur stratégie de sécurité? Et plus largement, est-ce qu'on peut s'attendre à l'émergence d'une nouvelle architecture de sécurité régionale à la suite de cette crise? Alors, ça, je ne sais pas encore si on peut s'attendre à une nouvelle architecture, mais effectivement, il y a une crise dans non seulement la sécurité dont ces États pétromonarchies bénéficient, mais également dans leur place dans le système mondial. Alors, pour la sécurité, effectivement, c'était les États-Unis qui l'assuraient, et Donald Trump a poussé ça au paroxysme, puisque juste après sa réélection comme 47e président des États-Unis, il est allé faire une tournée dans le Golfe en extorquant 1 000 milliards de dollars à l'Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats, qui étaient de l'argent pour la protection, une assurance vie. On ne peut pas dire que ça fonctionne très bien, puisque ça n'a pas empêché les attaques de drones. Le Qatar ne peut plus exporter son gaz naturel liquéfié puisqu'il passe par le détroit d'Ormuz qui est bloqué. L'Irak non plus ne peut plus exporter par le Golfe et est aujourd'hui en train de négocier avec le Kurdistan irakien autonome l'utilisation du pipeline qui passe par la Turquie et qui va à Ceyhan justement pour faire passer le pétrole directement vers la Méditerranée. Donc tout ça est une grande reconfiguration qui évidemment donne de la force et de la faiblesse aux différents acteurs de manière complètement renouvelée. Alors, pour les monarchies du Golfe, il y a plusieurs choses différentes. Il y a d'abord les petites monarchies qui sont très riches, bien sûr, comme le Qatar et
l'Arabie saoudite, qui n'ont pas de problème à gérer leur population, mais qui, évidemment, ont un problème de crédibilité très grand. Le marché immobilier s'est effondré à Dubaï déjà. La base de l'immobilier, qui est la tranquillité, est aujourd'hui très remise en cause. Et on voit bien que il va falloir beaucoup de temps pour rétablir la confiance. C'est-à-dire qu'il va falloir démontrer aux acquéreurs potentiels de biens à Dubaï ou ailleurs qu'il y aura une sécurité, que ça ne se reproduira plus. Ça va mettre du temps. Le deuxième élément très important, et pour l'ensemble des pays, c'est que les pétromonarchies avaient commencé à construire un repositionnement stratégique pour se situer dans l'ère post-pétrole, avec notamment les grands data centers de la plupart des grandes entreprises internationales. Pensant par là, et c'était surtout important pour l'Arabie saoudite, offrir du travail et des emplois à sa population. Car l'Arabie saoudite, contrairement aux autres, 35 millions d'habitants, il faut les employer. Mohammed Ben Salman a marginalisé les oulémas wahhabites qui autrefois organisaient le contrôle social. Et aujourd'hui, il lui faut faire attention, bien sûr, aux mouvements de mécontentement qui peuvent se produire dans la population. Du reste, on a vu des réalignements dès avant l'offensive. L'Arabie, qui était très hostile aux frères musulmans et qui avait eu un contentieux très lourd avec la Turquie, à l'occasion de l'affaire Khashoggi, bien sûr, ainsi qu'avec le Qatar, s'est aujourd'hui rapprochée de l'axe frériste, de l'axe Turquie-Qatar, et s'était éloigné des Émirats, qui eux étaient dans les accords d'Abraham. La commune attaque iranienne est en train aujourd'hui probablement de redistribuer un peu les cartes. C'est trop tôt pour en parler, mais on voit bien qu'en tout cas rien ne pourra plus être comme avant et que les assumptions sur lesquelles était pensée la prospérité du Golfe sont très profondément remises en cause. Et surtout, elles le sont par des armes du pauvre, par des drones à Shahed ou Shahid à 10 000, 20 000, 50 000 $, alors qu'un patriote coûte des millions de dollars et surtout beaucoup de temps à construire. Donc ça, c'est un énorme problème. Il y a aussi, bien sûr, le problème du Liban, avec les déplacements de population. Bien sûr, c'est quelque chose qui préoccupe évidemment beaucoup la France, qui a créé le Liban et avec qui il y a des liens qui sont très forts. C'est le sens la présence dans la région du porte-avions français Charles de Gaulle, du président Macron, de l'attaque sur Chypre, sur la base anglaise d'Akrotiri par le Hezbollah, qui a d'ailleurs signalé aussi un certain nombre de recompositions. La Royal Navy, qui était la maîtresse des mers jusqu'à 1945, n'a pas été capable d'envoyer même un destroyer qui sont en réparation à Portsmouth, à Chypre. Et donc tout ça est en train de recomposer l'ordre militaire mondial face aux nouveaux défis. Donc, si vous voulez, parlons un peu plus de l'acteur central de ce conflit, les États-Unis, et plus particulièrement l'administration de Trump. Depuis près de 2 semaines, une question revient souvent dans les débats internationaux. Pourquoi et comment Trump est-il entré dans cette guerre? Que attendait-il de cette intervention et que découvre-t-il aujourd'hui dans la réalité du conflit? Parce que beaucoup d'analystes pensent que Washington s'attendait à une opération courte, relativement peu coûteuse et à une victoire rapide peut-être, mais la situation actuelle semble beaucoup plus complexe. Donc les États-Unis sont-ils en train de s'engager dans un conflit plus long, plus profond, notamment autour des menaces existentielles perçues par Israël?
Et comment interprétez-vous cette situation à la fois du point de vue de la stratégie israélienne, notamment celle du gouvernement du Netanyahou, et des opportunités ou des contraintes auxquelles fait face aujourd'hui l'administration Trump? Alors, la question que vous posez englobe très exactement toutes les demandes qui se formulent, mais aujourd'hui, à peu près personne n'est capable d'y répondre. Donc, il faut essayer de la décomposer en morceaux. D'abord, qu'est-ce qui fait que Trump s'est lancé dans cette guerre? Donc, probablement la perspective que ça allait être rapide. Il y a eu bien sûr la révolte de janvier en Iran, une révolte qui effectivement a donné le sentiment que la République islamique était désormais dans une phase de crise terminale. Jusqu'alors, les révoltes en Iran, les soulèvements, avaient été surtout le résultat d'actions de gens qui étaient structurellement hostiles au régime, que ce soit les manifestations de 2009 contre la réélection de Ahmadinejad, dans laquelle Mujtaba Khamenei avait d'ailleurs joué un rôle très important pour encourager la répression contre les manifestants, ou les manifestations de 2022 à la suite de l'assassinat dans un commissariat de la mal voilée Bad Hijabi, comme on dit en persan, Mahsa Amini. Mais les gens qui manifestaient contre le régime, qui étaient des femmes libérales et des Kurdes, n'étaient pas du tout la base de soutien du pouvoir. Alors que en 2026, ceux qui ont manifesté, c'était des toutes petites classes moyennes et des gens qui étaient la base du pouvoir, à qui le régime redistribuait de la rente pétrolière et gazière, qui ont été pris en otage par les malversations des gardiens de la Révolution, en particulier de leur banque Ayande, la banque du futur, qui a organisé des manipulations financières aboutissant à ce qu'on appelle des pyramides de Ponzi en économie, qui ont ruiné complètement les déposants et qui ont aussi précipité le rial iranien dans le gouffre, jusqu'à 2 millions de rials pour $1, ce qui fait qu'il n'était plus possible aux commerçants d'acheter des biens en dollars et de les revendre en rials. Et du reste, le soulèvement est venu du bazar de Téhéran, comme c'était le cas en 1979 pour les manifestations contre le Shah. Mais à part que c'était le bazar des téléphones portables qui n'existaient pas en 1979, bien sûr. Et la répression a été d'une violence absolument inouïe. Et Donald Trump, à ce moment-là, a dit « Help is on the way, go on ». Bon, l'aide est arrivée beaucoup plus tard. Et néanmoins, on a eu le sentiment que le régime était extrêmement affaibli. Par ailleurs, des négociations nucléaires se sont engagées avec la médiation de l'Oman, le sultanat d'Oman, comme ça avait été le cas du reste avant la guerre des 12 jours de juin 2025, mais elles n'ont pas abouti, les Iraniens donnant le sentiment qu'ils mentaient et que, en fait, ils voulaient gagner du temps pour reconstruire leur armement nucléaire. Par ailleurs, malgré les dommages infligés aux sites nucléaires de Fordo, d'Ispahan et autres, et de Natanz au mois de juin 2025, on estime aujourd'hui que l'Iran dispose à peu près de 400 kilos d'uranium enrichi qui peut être transformé à brève échéance en combustible pour une bombe atomique. Donc, c'est dans ce créneau, cette conjoncture, que, me semble-t-il, Trump a pris la décision, ou en tout cas entériné la volonté israélienne de passer à l'attaque. Comme vous l'avez dit, pour Israël, c'est un enjeu existentiel, puisque le credo de la République islamique, c'est mort à Israël. Et c'est un débat aujourd'hui aux États-Unis, comme vous le savez, puisqu'une partie
de même la droite américaine et des soutiens de Trump accusent celui-ci d'être en fait à la traîne de Netanyahou et de faire la politique d'Israël et non pas la politique des États-Unis. Donc, dans ce contexte-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Trump s'efforce d'aller le plus vite possible parce que non seulement il y a la question militaire, qui est la même que pour Israël, c'est-à-dire l'épuisement des munitions extrêmement coûteuses et fortes qu'il utilise aujourd'hui, mais il y a aussi l'échéance électorale des midterms au début du mois de novembre. Et ce qui n'est pas la même chose pour Netanyahou, lui aussi a des échéances électorales en 2026, mais la perspective d'infliger des coups à l'Iran, des coups décisifs à l'Iran, donnerait à Netanyahou d'abord le pardon pour n'avoir pas vu venir le 7 octobre. On le passerait l'éponge puisque si l'Iran est définitivement affaibli, pour l'État d'Israël, c'est quelque chose qui élimine la principale menace sur son existence. Trump, aujourd'hui, lui, a besoin d'aller très vite parce qu'il regarde que son électorat n'est pas très favorable à la guerre. Il y a en particulier dans le monde MAGA, Make America Great Again, des gens qui ne sont pas du tout d'accord. Il voit que l'inflation progresse et pas les salaires. Donc le vote ouvrier qui avait dont Trump avait bénéficié contre Biden d'un parti démocrate qui ne s'intéressait plus qu'au sujet wokiste, il est en train de le perdre. Le vote des Latinos, qui avaient aussi, pour la même raison, abandonné les démocrates, sont très aliénés par les opérations de l'ICE, de la police anti-immigrés, qui tue tout le monde et qui menace les Latinos. Les Noirs aussi ont été perdus. Et maintenant, même dans la base extrême droite du soutien de Trump, vous avez ceux qui disent, qui n'aiment pas beaucoup les Juifs, qui sont souvent antisémites, qui disent, en fait, c'est Netanyahou qui est en train de tirer les ficelles. Donc, pour lui, c'est un enjeu complexe. Ça se voit du reste même dans son équipe rapprochée, puisque on remarque de plus en plus que le vice-président J.D. Vance est en arrière de la main dans cette affaire, tandis que Marco Rubio, lui, est plutôt le va-t-en-guerre. Et bien sûr, ce sont des calculs de l'un et de l'autre dans la perspective de l'élection présidentielle américaine à la fin du mandat trumpien. Donc voilà, vous voyez, je crois que ce sont les contradictions dans lesquelles Trump est pris. Bon, après, il y a son personnage particulier qui est étonnant, ses déclarations qui vont dans tous les sens, le fait qu'il dise aujourd'hui, on a presque fini, on a tout bombardé, et après, je peux dire j'ai gagné alors qu'il n'aura pas gagné. On est dans une grande incertitude qui est due aussi à son mode disruptif de relations internationales. Il faut se rappeler toujours que c'est un agent immobilier qui se moque des règles, qui veut terroriser le propriétaire de la maison qu'il veut acheter pour construire le terrain et pour qui toutes les règles sont bonnes pour obtenir ce qu'il veut. Et il n'est plus dans un consensus international, si vous voulez, et il se fiche de ses alliés. C'est ça qui est aujourd'hui un élément de déstabilisation et d'inquiétude pour tout le monde. Et merci beaucoup de votre réponse à une question très large. Mais enfin, terminons, si vous voulez, cet entretien par la Turquie. Une petite question, parce que vous êtes un observateur attentif de la Turquie et de son rôle dans la région. Avant même le début de cette guerre, Ankara tentait déjà d'empêcher une escalade et de favoriser une médiation entre les différentes parties. Et par ailleurs, ces derniers jours, 2 missiles ont été interceptés après avoir été dirigés vers le territoire turc, ce qui a suscité un débat important au sein de l'opinion publique en Turquie. Donc, dans ce contexte, comment vous voyez aujourd'hui la place et le rôle de la Turquie dans un Moyen-Orient en pleine recomposition, et plus largement, ces situations représentent-elles pour la Turquie une opportunité stratégique ou bien, au contraire, un risque majeur? Alors, ça représente, je crois, une opportunité tactique. C'est-à-dire que, vu la déréliction de la région et surtout les difficultés que connaissent les alliés les plus importants
des États-Unis, c'est-à-dire les pétromonarchies de la péninsule arabique, la Turquie apparaît aujourd'hui comme un élément de stabilité, avec une armée relativement importante, bien entraînée, et donc je pense que le président turc peut faire jouer auprès des États-Unis de son rôle d'une certaine manière, pilier oriental de l'OTAN, parce que alors que la Turquie avait ménagé l'Iran, on sent que les gardiens de la révolution aujourd'hui attaquent tous azimuts, y compris des gens qu'ils auraient dû ménager comme la Turquie. Et, parce que heureusement ces missiles n'ont pas explosé, ou peut-être n'est pas prévu pour exploser, je n'en sais rien, mais c'est un avertissement qui indique que l'Iran se conduit de manière irresponsable. Donc il me semble que aujourd'hui la Turquie dispose d'une opportunité, aussi également à travers son influence, pour ne pas dire son contrôle, sur le président syrien. Il y a eu ces derniers temps pas mal d'inquiétudes au Liban, puisque au fond, que la Syrie soit sous Bachar al-Assad ou sous Ahmed Sharia, la Syrie a toujours envie d'envahir le Liban, dont elle ne reconnaît pas généralement la légitimité. On a vu des mouvements de troupes à la frontière syro-libanaise et syro-irakienne aussi, qui ont beaucoup inquiété les Libanais. Il semble que en tout cas, incitation d'Ankara, Monsieur Sharia a expliqué qu'il n'était pas question, pour l'instant en tout cas, d'envahir le Liban et de profiter du chaos et de l'affaiblissement du Hezbollah pour réaliser un vieux projet des dirigeants syriens, quels qu'ils soient. Mais on voit bien aujourd'hui que, d'une certaine manière, l'étape actuelle du conflit, c'est plutôt quelque chose qui renforce une position stratégique d'Ankara, puisque Ankara est une puissance qui peut parler à tout le monde. Par ailleurs, on l'a mentionné tout à l'heure, le fait que les oléoducs qui traversent la Turquie vers Ceyhan et à partir de la Syrie puissent évacuer du pétrole du Moyen-Orient, évidemment, ça montre que leur prix stratégique et leur prix même financier va être considérablement développé dans les semaines qui viennent. Monsieur Gilles Kepel, merci beaucoup. Merci pour vos analyses et vos idées très éclairantes. Bir şey değil. Teşekkür ederiz, sağ olun. Nous étions avec Monsieur Gilles Kepel pour évoquer la guerre autour de l'Iran, ses conséquences régionales, les équilibres de puissance au Moyen-Orient, ainsi que les transformations plus larges de l'ordre géopolitique mondial. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.